numéro 1. Senator Platt. Sénateur Platt. Merci, Madame la Présidente. Et je vois l'enthousiasme généré dans la Chambre lorsque le page m'a apporté mon podium. Je sais que vous attendez avec trépidation le 3e épisode de l'héritage de Trudeau. Un filet social mal ficelé. Honorable sénateur, je poursuis ma série de discours sur l'héritage de Justin Trudeau. Ceux d'entre vous qui veulent partir peuvent le faire rapidement, puisque vous pourrez quand même regarder l'enregistrement plus tard. Aujourd'hui, oui, moi aussi, j'en rêve souvent comme d'autres personnes, mais c'est peut-être votre cauchemar, mais c'est mon rêve. Aujourd'hui, je sais que pour certains des sénateurs nommés par Trudeau, qu'un sénateur nommé par Trudeau souligne les problèmes est un énorme gaspillage de temps. Il préférerait parler des vertus du programme de 2015 et à quel point ils sont tous éveillés. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais les Canadiens ont mal. Et souligner les responsabilités de Justin Trudeau pour cette souffrance n'est pas une colossale perte de temps. C'est un fait que, au cours des 9 dernières années, les Canadiens ont vu et senti la destruction du filet social. À chaque semaine, on lit des nouvelles sur l'itinérance au pays. Et il y a l'impossibilité pour les Canadiens d'avoir une maison ou des banques alimentaires qui ont de la difficulté à répondre aux demandes. Sous Justin Trudeau, les coûts de logement ont doublé, les paiements hypothécaires aussi, le coût pour l'allocation des logements aussi. Après 1 an de Justin Trudeau, un Canadien sur 4 devait sauter de repas parce qu'il ne pouvait pas se permettre de manger 3 fois par jour. Je pense que ça vaut la peine d'écouter ça. Au cours des 3 dernières années, l'utilisation des banques alimentaires s'est accrue de 50 %. Il y a 38 de plus de sans-abri maintenant comparativement à 2019. Il y a maintenant 256 campements de sans-abri dans la seule ville de Toronto. Il est de plus en plus clair que les besoins primaires des Canadiens vulnérables ne sont pas satisfaits dans la crise actuelle de l'accessibilité financière. Il est de plus en plus difficile d'acheter de la nourriture. Il est presque impossible de posséder ou de louer un logement et les soins de santé universels sont de moins en moins accessibles. Nourriture, logement, soins de santé. De plus en plus de Canadiens ont du mal à accéder à ces choses essentielles. Voilà le Canada que Justin Trudeau laisse derrière lui. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Permettez-moi de vous lire quelques-uns des titres parus dans les médias canadiens au cours des dernières semaines. Le Canada se trouve à un tournant décisif alors que la pauvreté s'aggrave selon un rapport. Les insolvabilités font un bond alors que les Canadiens sont plus que jamais aux prises avec l'endettement. La moitié des Canadiens vivent d'un chèque à l'autre. La dette de crédit augmente alors que les Canadiens sont confrontés à la hausse du coût de la vie. Il y a des factures qu'ils ne peuvent tout simplement pas payer. Un Canadien sur 4 craint que son revenu ne lui permette pas de subvenir à ses besoins essentiels. Le coût de l'énergie contraint de nombreuses personnes à se priver de produits de première nécessité, selon une enquête de Statistique Canada. Le stress financier pèse sur la santé mentale et les relations personnelles des Canadiens. L'insécurité alimentaire au Canada atteint un stade critique. Les Canadiens sont malades. On essaie de réduire les coûts en alimentation. Les banques alimentaires sont au bord du gouffre. La situation n'est pas viable. Crise du logement, inflation alimentaire, prix record de l'essence. Le Canada est la croisée des chemins. La plupart des Canadiens pensent que l'économie et les soins de santé ont empiré sous Trudeau. Le paradoxe Trudeau, plus de dépenses et plus de faim. Trudeau augmente les dépenses, mais la situation des Canadiens s'aggrave. Il ne s'agit pas
le point de discussion des conservateurs. Ce sont les titres des médias. Des médias jugés acceptables par les libéraux et les sénateurs nommés par Trudeau. Ce n'est pas une surprise, le Canada s'appauvrit de plus en plus. Le PIB par habitant du Canada, corrigé à l'inflation, a chuté de 3 % au cours des 4 dernières années. Il s'agit de l'une des baisses les plus fortes et les plus longues de cette mesure de la richesse dans l'histoire du Canada. Le PIB par habitant des États-Unis a augmenté de plus de 8 % depuis 2019, tandis que celui du Canada a diminué. L'économie canadienne est moins performante que l'économie américaine par la plus grande marge depuis 1965. Les politiques de Justin Trudeau ont fait fuir les investissements, affaibli les salaires des travailleurs et augmenté le coût de la vie pour tous les Canadiens. C'est la raison pour laquelle nous traversons une crise de productivité. S'ils avaient conservé la même ligne de tendance, la même tendance plutôt que l'ancien gouvernement conservateur, les Canadiens seraient enrichis de 4 200 $. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à une crise d'accessibilité, à une crise de productivité et au risque d'une crise de la dette. Chers collègues, il est tout simplement honteux que dans un pays aussi riche que le Canada, il y ait tant de personnes qui vivent le ventre vide et qui n'ont pas les moyens de s'offrir un repas nourrissant. Après 9 ans de règne de Justin Trudeau, la pauvreté et l'insécurité alimentaire continuent de grimper. Près d'un ménage sur 5 en Ontario a du mal à mettre de la nourriture sur la table, d'après une étude publiée il y a quelques mois. L'année dernière, les banques alimentaires ont dû gérer un nombre record de 2 millions de visites en un seul mois et 1 million de personnes supplémentaires sont attendues en 2024. À Toronto, une personne sur 10 doit faire appel aux banques alimentaires pour survivre. Le bilan de la pauvreté 2024 de Banque alimentaire du Canada a montré que près de 50 % des Canadiens se sentent moins bien financièrement que l'année dernière, tandis que 25 % des Canadiens sont en situation d'insécurité alimentaire. Cela signifie que près de 10 millions de personnes se coucheront ce soir sans savoir si elles seront en mesure de prendre 3 bons repas demain. Collègues, nous avons eu un bon déjeuner ce matin, nous avons pris un bon dîner, mais quand même 10 millions de personnes au Canada se coucheront ce soir sans savoir si elles auront 3 bons repas demain. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. En outre, Banque alimentaire Canada a signalé que le coût de la vie est devenu si élevé que les banques alimentaires ont enregistré une augmentation de 50 % des visites depuis 2021. Conséquence directe des dépenses et des taxes inflationnistes du gouvernement Trudeau, des millions de Canadiens luttent pour garder la tête hors de l'eau. L'Armée du Salut a publié la semaine dernière son rapport de recherche de printemps. Il en ressort que près d'un tiers des Canadiens restent pessimistes quant à l'avenir de leurs finances personnelles, tandis que 25 % d'entre eux restent extrêmement préoccupés par le fait de ne pas disposer d'un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins essentiels. Ce rapport montre également que près de 75 % des Canadiens ont des difficultés à gérer des ressources financières limitées. Cette situation a contribué à ce qu'une vague de Canadiens continue de reléguer au second plan la recherche de soins médicaux pour des raisons financières. Laurie Nicole, PDG de Second Harvest, résume bien la situation. Au Canada, les gens n'arrivent pas à faire face à l'augmentation du coût des aliments. De plus en plus de personnes sont poussées vers les associations caritatives qui, pour la plupart du temps, n'interviennent qu'en dernier recours. Les organismes de bienfaisance alimentaire ont déjà du mal à répondre à la demande actuelle et nombre d'entre eux sont obligés de refuser des personnes et d'inscrire leurs noms sur des listes d'attente de plus en plus longues. Nos systèmes cèdent sous la pression.
Et ce n'est pas seulement le recours aux banques alimentaires qui est alarmant. Selon Statistique Canada, en 2022, 18% des familles canadiennes ont déclaré avoir connu l'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois, contre 16% en 2021. Et la situation s'est aggravée depuis. La vie devient trop chère pour les Canadiens. Selon le rapport canadien sur les prix des aliments de 2024, les dépenses alimentaires d'une famille de 4 personnes s'élèveront à 16 297 $, soit une augmentation de 700 $ par rapport à l'an dernier. La juste inflation a fait un trou dans nos poches. Et pour faire face, certaines familles doivent manger moins, sauter un repas ou consommer des aliments dont la date de péremption est dépassée, au risque de tomber malade. Il existe maintenant des groupes sur les médias sociaux qui expliquent comment trouver la nourriture dans les bennes à ordures. Nous sommes au Canada, l'un des pays les plus riches du monde, après 9 années d'échec des politiques libérales. Ce que je trouve personnellement très inquiétant, c'est l'augmentation du nombre de travailleurs pauvres au Canada. Des personnes qui ont un emploi, même parfois 2 ou 3, et qui sont obligées d'avoir recours aux banques alimentaires ou vivent dans leur voiture. Ces personnes remplissent leur part du contrat. Elles travaillent dur et évitent les ennuis, mais la société ne leur offre qu'une vie de pauvreté sans aucun espoir de vivre une vie normale. C'est déchirant. Moins de nourriture pour plus d'argent à l'épicerie. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Devoir sauter un repas, mettre de l'eau dans son lait, ou faire les poubelles pour se nourrir. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Devoir compter sur une banque alimentaire pour nourrir sa famille, même si l'on travaille 50 heures par semaine. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Et si vous pensez que la crise de l'insécurité alimentaire est grave dans le Canada de Trudeau, je suis désolé de vous dire que la crise du logement est encore pire. Sous Justin Trudeau, les prix de l'immobilier canadien ont doublé, faisant du Canada l'un des marchés immobiliers les plus chers et les plus inabordables au monde. La raison est simple. L'offre n'est tout simplement pas suffisante pour répondre à la demande. Vous vous rendez compte? Nous sommes le 2e plus grand pays au monde, mais nous n'avons pas assez de logements. C'est tout simplement ahurissant. Mais c'est le résultat des politiques des libéraux qui construisent des bureaucraties et non des logements. Cela a un effet direct sur 2 catégories de personnes. Tout d'abord, le marché est devenu de moins en moins accessible aux acheteurs d'une première maison, même si le gouvernement fédéral a tenté de mettre en place des politiques pour les aider. Par exemple, le gouvernement libéral a annoncé un programme d'incitation à l'achat d'un premier foyer pour aider les jeunes Canadiens à acheter leur premier logement. Les conditions d'approbation étaient si restrictives que seul un petit nombre de Canadiens pouvaient y prétendre. En outre, la limite imposée était si basse que le programme a été exclu des marchés les plus dynamiques de Toronto et de Vancouver. En 2019, l'objectif initial était d'aider 100 000 Canadiens à acheter leur premier logement. En 2022, seuls 18 291 Canadiens avaient été autorisés à bénéficier de cette mesure. Le programme a été un tel échec que le gouvernement a décidé de le supprimer 1 an avant son échéance prévue de mars 2025. Mais dès le début, il était clair que les modalités de la politique ne seraient pas à la hauteur. Notre comité des affaires sociales a souligné que le seuil devait être plus élevé. Les représentants de l'industrie sont allés plus loin. Un tel incitatif de la part du gouvernement risquait d'entraîner une hausse des prix du logement. Comme le gouvernement l'a fait régulièrement, au lieu d'admettre sa défaite et d'améliorer sa mesure, il s'est retranché dans ses positions
et à désinformer les Canadiens pendant des années avant de finalement retraiter discrètement et mettre fin à son programme. La deuxième catégorie de personnes directement touchées par l'échec des politiques de logement du gouvernement Trudeau est celle des locataires. Au cours des dernières années, le marché de la location a suivi la tendance à être moins accessible. Selon le site rentals.ca, les loyers demandés pour un logement de 2 chambres au Canada s'élevaient à 2 350 $ en février, une augmentation de 11,7 % en un an. En fait, depuis 2015, l'année où Trudeau et les libéraux sont arrivés au pouvoir, les loyers ont plus que doublé au Canada. Comment peut-on s'attendre à ce que les Canadiens puissent suivre le rythme? Quelles sont les options qui s'offrent aux Canadiens évincés du marché locatif? L'achat d'une maison est hors de question. Si vous n'avez pas de parents riches prêts à vous aider, il n'y a aucun moyen d'acheter une maison. Alors, nous l'entendons et nous le lisons chaque semaine. Des campements dans toutes les grandes villes et qui s'étendent à de plus petites communautés. Des taux d'itinérance en hausse. Des refuges qui débordent. Marie-Josée Houle, la conseillère fédérale en matière de logement, a déclaré ce qui suit à la CBC. C'est une manifestation concrète qui montre à quel point notre système de logement et de lutte contre l'itinérance est défaillant d'un bout à l'autre du Canada. Des mesures urgentes s'imposent. Le gouvernement doit agir maintenant pour sauver des vies. Selon son rapport, on estime que 20 à 25 % des sans-abri au pays vivent dans des campements de tentes, ce qui touche non seulement les grandes villes, mais aussi les régions rurales. Il y a de plus en plus de villages de tentes, et ils sont de plus en plus grands. Dans ma ville de Winnipeg, Marion Willis, directrice exécutive de St. Boniface Street Links, affirme qu'il y a de plus en plus de campements que jamais à l'est de la Rivière-Rouge. Il faut se rendre à l'évidence. Les personnes qui vivent dans ces villages de tentes sont des cibles faciles pour les trafiquants de drogue, les proxénètes et autres gangs. Les sans-abri canadiens meurent dans des campements à cause de leur toxicomanie ou de l'insalubrité des lieux. Les libéraux prétendent qu'ils injectent de l'argent pour régler le problème. On l'entend même ici, au Sénat. On nous dit qu'ils injectent de l'argent pour régler le problème. Mais les résultats sont nuls. La vérificatrice générale a déjà déclaré que le gouvernement Trudeau n'atteindra aucun objectif en matière de réduction de l'itinérance au Canada. La semaine dernière, le directeur parlementaire du budget a déclaré qu'en dépit des 443 millions de dollars de nouvelles dépenses annuelles destinées à réduire le nombre de sans-abri, le nombre de personnes sans toit a augmenté de 20 % au Canada. Cette crise du logement est le résultat direct de l'échec des politiques de Justin Trudeau. Il a ouvert la porte à des millions de nouveaux arrivants sans s'assurer qu'il y aurait des logements pour eux. Il maintient des bureaucraties qui empêchent la construction de nouveaux logements. Il a alimenté l'inflation, ce qui a entraîné une hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Et maintenant, il punit les propriétaires d'immeubles locatifs en augmentant l'impôt sur les gains en capitaux. La situation ne fera qu'empirer. Nous avons récemment appris que le bureau du surintendant des institutions financières a signalé que de nombreux Canadiens seront confrontés à un choc lorsqu'ils renouvelleront leur hypothèque à des taux beaucoup plus élevés au cours des 2 prochaines années. Cela pourrait concerner jusqu'à 76 % des Canadiens ayant présentement un prêt hypothécaire. Les gens paient de plus en plus cher pour se loger. Tel est l'héritage de Justin Trudeau. Des jeunes Canadiens incapables d'acheter une maison. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Des gens entassés dans des petits appartements parce que les loyers sont inabordables. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Des gens qui vivent et meurent dans les rues au Canada. Voilà l'héritage de Justin Trudeau. Alors que les gens luttent pour mettre la nourriture sur leur table, un toit au-dessus de leur tête, les soins de santé au Canada sont en train de s'effondrer.
Selon tous les critères possibles, les soins de santé publique au Canada sont pires qu'ils ne l'ont jamais été. Plus de 6 millions de Canadiens déclarent ne pas avoir accès à un médecin de soins de base. Les temps d'attente pour un traitement médical n'ont jamais été aussi élevés, 27,7 semaines. Un rapport de secondstreet.org a révélé qu'au moins 17 032 patients sont décédés au Canada alors qu'ils attendaient une intervention chirurgicale ou des tests diagnostiques entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Plus de 17 000 patients, je le répète. L'espérance de vie au Canada est passée de 81,3 ans en 2022 ou est passée de 80,3 ans en 2019 à 80,3 en 2022. D'autre part, une enquête réalisée par l'Association médicale canadienne a révélé que 26% des Canadiens considéraient que le système de santé était en bon état, contre 48% en 2015. La confiance est donc mise à mal et c'est alarmant. En novembre dernier, d'après des statistiques de Santé Ontario, le temps d'attente moyen en salle d'urgence était de 22 heures. Et seulement 23% des patients ont pu consulter dans les 8 heures prévues. Colleagues, those are facts. This is Canada under Justin Trudeau. Et pourtant, nous sommes bien au Canada, mais c'est le Canada de Justin Trudeau. Tous ces symptômes confirment que les soins de santé au Canada sont défaillants. La loi canadienne sur la santé stipule que la politique canadienne en matière de soins de santé doit faciliter l'accès raisonnable aux services de santé, sans obstacle. Does not respect the Health Act. Mais les Canadiens n'ont pas accès véritablement aux services de soins de santé. Le Premier ministre Trudeau ne respecte pas la loi en matière de santé. Certains d'entre vous vont vouloir défendre votre Premier ministre et votre chef en disant « La santé, ça relève des provinces ». Mais moi, je répondrais « Comment est-ce que toutes les provinces seraient incapables de gérer les soins de santé ? Il y a clairement un problème canadien en matière de soins de santé. » Le Canada, en effet, a maintenant le pire système de soins de santé parmi les pays riches, même si ce système nous coûte le plus cher. They're ranked last. D'après l'Institut canadien de la santé, le Canada s'est classé en dernier rang dans une enquête portant sur 10 pays riches. Le Canada se classe également en dernier rang quand un patient veut voir un médecin ou un infirmier en un jour. Seulement 26% des adultes canadiens ont pu voir quelqu'un le lendemain, alors qu'en 2016, c'était 46% des patients. Le Canada se classe 23e sur 30 pays pour le nombre de lits consacrés aux soins. 25e pour les IRM, 26 pour les tomodensitométres et 28 pour le nombre de médecins. Mais ce n'est pas faute de moyens, parce que le Canada se classe très bien pour ce qui est des dépenses en soins de santé, et ce, parmi les 30 pays de l'OCDE. Malheureusement, le niveau de soins au Canada se détériore, et les conséquences sont désastreuses. Les Canadiens qui ne peuvent pas consulter risquent d'avoir des complications. Les patients qui peuvent consulter et obtiennent un diagnostic risquent de mourir alors qu'ils sont sur des listes d'attente. Et maintenant, il y a une nouvelle normalité, c'est-à-dire des patients qui attendent dans les couloirs. Et ensuite, nous avons les cas des patients qui n'arrivent même pas à se rendre aux urgences pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Par exemple, pensons à Charlene Snow en Nouvelle-Écosse qui a passé 7 heures aux urgences et elle a abandonné, elle est rentrée chez elle, tout simplement. 1 heure plus tard, Charlene Snow est morte des complications médicales dont elle était victime.
J'ai été choquée d'entendre l'histoire de Normand Meunier, qui a demandé l'aide médicale à mourir, la mort donc, après avoir eu une escarre causée par le fait qu'il a passé 4 jours allongé sur une civière. On peut dire que cet homme a été abandonné par notre système. Comme je l'ai dit, les problèmes se retrouvent dans chacune des provinces, chacun des territoires, d'un océan à l'autre. C'est sûr que nous avons connu une pandémie et ça a accéléré la chute de notre soin de santé. Mais ce n'est pas une excuse pour que les choses s'aggravent encore. Ça devrait plutôt motiver notre gouvernement fédéral pour qu'on trouve une solution nationale. Nous avons besoin de plus de médecins de famille, nous avons besoin de meilleures infrastructures. Et pour surmonter les obstacles qui séparent les Canadiens des soins de santé dont ils ont besoin, nous avons besoin de leadership fédéral. Mais au lieu de collaborer avec les provinces pour trouver des innovations dans le domaine de la santé, Justin Trudeau a décidé de se chamailler avec elles. Ces dernières intrusions dans les soins dentaires et l'assurance médicaments illustrent cette tendance des libéraux qui veulent empiéter sur les compétences provinciales. Au lieu d'accélérer le traitement des travailleurs de la santé étrangers, Justin Trudeau a décidé de donner la priorité à d'autres groupes d'immigrants. Par exemple, la semaine dernière, le Journal de Montréal a publié un article sur 2 infirmières qui ne peuvent pas travailler de l'autre côté de la rivière à Gatineau parce qu'Immigration Canada ne leur accorde pas leur permis de travail et traînent de la patte, même si nous savons que leurs services sont nécessaires. Pourquoi est-ce que notre bureaucratie est aussi inefficace? Au lieu de s'inspirer des autres pays, au lieu d'innover, Justin Trudeau refuse de moderniser la loi canadienne sur la santé. Les libéraux sont pris dans leur vision des années 70, selon laquelle le système de santé canadien est le meilleur au monde. Mais les faits démontrent le contraire. Nous battons de l'aile. Le déclin de notre système de soins de santé au cours des 8 ou 9 dernières années est de l'entière responsabilité de Justin Trudeau et fera partie de son legs. Comme je l'ai dit, les politiques ratées des libéraux de Trudeau et leur incompétence se retrouvent dans tous les ministères. Tous les Canadiens ressentent les répercussions des politiques désuètes de ce gouvernement libéral néo-démocrate et de leur incapacité à fournir les services les plus élémentaires. Et nous savons qu'il y a certains groupes qui souffrent plus que d'autres. J'aimerais vous parler d'un de ces groupes, nos forces armées. Le traitement des anciens combattants par le gouvernement libéral, c'est gênant. Le ministère des Anciens combattants suggère l'AMM à certains anciens combattants qui cherchent de l'aide. On sait que les itinérants ne sont pas pris en charge et c'est donc fâcheux de constater que c'est comme ça que ces personnes qui ont mis leur vie en danger sont traitées. D'après une enquête, plus de 2600 anciens combattants sont itinérants. Depuis 2018, le ministère des Anciens combattants a mis en place un fonds d'urgence qui verse des sommes de 2 500 $ aux vétérans sans abri. Et il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Alors que l'objectif de la stratégie nationale pour le logement est de donner la priorité aux personnes vulnérables, seuls 277 vétérans y ont eu accès en 4 ans. Nous avons besoin de 10 fois plus de logements. Plus on attend, plus la situation se dégrade. Justin Trudeau peut bien prétendre que le logement n'est pas de la responsabilité du gouvernement fédéral, mais le soutien à nos anciens combattants relève clairement de son domaine de compétence. D'après un rapport élaboré par des chercheurs de l'Université McGill, il y a un manque de leadership dans le dossier des logements destinés aux anciens combattants, qui en fait est réparti entre les ministères fédéraux sans qu'il y ait de véritable coordination.
C'est donc le legs de Justin Trudeau et son manque de considération pour nos anciens combattants s'étend aux troupes actuelles. Le Ottawa Citizen a récemment titré « Un soldat doit compter sur des dons de nourriture en raison du manque de soutien militaire ». Le personnel du Willis College a dû créer une armoire à nourriture pour les militaires qui n'avaient pas suffisamment à manger. Et on sait que certains de ces militaires n'avaient même pas le droit à une allocation pour se loger à Ottawa. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos forces militaires qui explique que les soldats doivent quitter de la nourriture? Pourquoi est-ce que nos soldats sont aussi mal équipés? Pourquoi doivent-ils vivre sous des tentes parce qu'ils sont incapables de se loger sur les bases? Dans le Canada de Justin Trudeau, nos militaires, ceux qui sont censés nous défendre, n'ont même pas droit à des denrées fondamentales. On ne s'occupe même pas de leurs besoins de base, la nourriture, les vêtements, le logement. Même pour eux, le filet de sécurité est décousu après 9 ans de gouvernement de Trudeau. L'accumulation d'une décennie de négligence a abouti à la situation dans laquelle nos militaires se trouvent aujourd'hui. Ils sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils sont militaires et par après également. Et ce manque de respect pour ceux qui ont mis leur vie à notre service, c'est vraiment choquant et ça fait partie du legs de Justin Trudeau. Les conservateurs vont pouvoir changer cette situation. L'heure est venue d'avoir un gouvernement conservateur pour qu'on puisse vraiment régler les problèmes de nos forces armées. Pénurie d'équipements modernes, pénurie de main-d'œuvre et morale au plus bas. Nous savons qu'il sera difficile d'attirer de nouvelles recrues. Et il faudra qu'on y travaille pour améliorer le moral des troupes. Les conservateurs vont s'assurer que nous avons une armée qui est préparée, et ce sera vrai aussi pour la marine et l'armée de l'air. L'heure est venue d'arrêter de se contenter de se placer au même rang que le Luxembourg, tout en bas de la liste de l'OTAN. Il est temps d'adopter une approche empreinte de bon sens avec les anciens combattants, les soldats, les marins, les aviateurs et les militaires de l'armée de l'air. Mais personne n'est protégé du manque de leadership et des politiques mal avisées de ce gouvernement libéral. Passons à un autre groupe qui a pâti des politiques du gouvernement fédéral. Leur logement, c'est quelque chose qui relève du gouvernement fédéral et c'est encore un échec de la part de Justin Trudeau. J'aimerais vous faire part de ce qu'a dit la vérificatrice générale pour ce qui est des logements dans les collectivités des Premières Nations. Le ministère et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont pour mandat de travailler avec les Premières Nations pour répondre à leurs besoins en matière de logement avant 2030. Nous avons pu constater que 80% de ces besoins n'étaient toujours pas satisfaits. Et pourtant, on se rapproche de 2030. De 2018 à 2019 et de 2022 à 2023, le ministère des Affaires autochtones et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont fourni des fonds pour construire 11 754 nouveaux logements et réparer 15 589 logements qui existaient déjà, ce qui représente 21% des nouvelles unités de logement et 20% des réparations des logements existants nécessitant d'être rénovés. Il n'y a pas eu d'amélioration significative des conditions de logement dans les communautés des Premières Nations. De 2015-2016 à 2021-2022, le pourcentage de logements devant être réparés a diminué de 20,8% à 19,7%. Alors que le pourcentage
de logements devant être remplacés dans les collectivités des Premières Nations a augmenté de 5,6 à 6,5 Chers collègues, il s'agit d'un échec total pour ce qui est du logement dans les collectivités des Premières Nations. C'est encore une preuve qui démontre que le gouvernement libéral donne la priorité aux grands discours plutôt qu'aux mesures concrètes. Et le logement, ce n'est qu'un échec des libéraux de Trudeau parmi d'autres. La plupart des routes qui desservent les réserves sont dans un état déplorable et l'eau potable est toujours problématique. Et la situation n'est pas bien meilleure dans le nord où les Inuits doivent vivre dans des logements qui sont beaucoup trop petits. Et nous savons que les denrées alimentaires coûtent excessivement cher. Les communautés autochtones sont un microcosme de ce qui se passe ailleurs au pays. La crise du logement, la crise des opioïdes et des autres drogues. Comme la vérificatrice générale l'a dit, l'échec du gouvernement libéral en matière du logement pour les Premières Nations, les chefs et les leaders communautaires tirent la sonnette d'alarme également d'un océan à l'autre. En mars 2023, le Conseil tribal, représentant 11 communautés dans le nord du Manitoba, a déclaré l'état d'urgence en raison de défaillances systémiques en matière de sécurité publique, de santé et d'infrastructure. Le chef de la communauté de God's Lake a dit que les substances illicites étaient le principal problème. Le motel local a d'ailleurs été transformé en refuge pour itinérants et les 10 chambres qui y sont occupées. Et comment est-ce que le gouvernement a réagi? Le ministère des Affaires autochtones a envoyé 300 000 $ dans le cadre de stratégies à court, moyen et long terme visant à résoudre la crise dans 11 communautés. Donc, pour une population de 20 000 habitants, le gouvernement a mis à disposition 300 000 $. Un autre exemple maintenant, celui de la nation Blood Tribe en Alberta qui a déclaré l'état d'urgence en raison d'une crise de dépendance. Le gouvernement provincial a débloqué 30 millions de $ pour construire des communautés de rétablissement, mais le gouvernement fédéral est resté silencieux. Au-delà de la question de la toxicomanie, parlons des mauvaises conditions de vie et de désespoir qui se sont traduits par une crise de santé mentale dans ces collectivités. Le taux de suicide est tout simplement alarmant. Et ce qui est encore pire, c'est que ce sont les adolescents qui se suicident. Imaginez, collègues, la souffrance d'un garçon de 12 ans. À quel point il doit souffrir pour s'enlever la vie. En janvier, les leaders des Premières Nations ont tenu une réunion d'urgence à Ottawa pour discuter de cette question de crise de santé mentale. Ils ont dit que les choses pouvaient risquer de s'aggraver. Le gouvernement fédéral parle de renouveler ses relations avec les Autochtones. Mais entre-temps, la crise de la toxicomanie démontre que les libéraux n'ont presque rien fait. Et nous constatons aussi qu'il reste beaucoup de pain sur la planche. Il existe encore beaucoup d'obstacles pour que les Autochtones puissent accéder aux soins de santé appropriés. Et cette crise du suicide perdure dans leur communauté depuis très longtemps, à un taux beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Le filet de sécurité est mal ficelé également. Les communautés autochtones au Canada méritent plus qu'un jour de congé en septembre, où d'ailleurs le Premier ministre va surfer à Tofino. Les collectivités ont besoin d'un gouvernement fédéral qui sera un véritable partenaire pour vraiment trouver des solutions à la crise du logement, le problème de la toxicomanie et la crise du suicide. Depuis 2015, le gouvernement fédéral ou le ministère des Affaires autochtones a doublé. Mais dans certaines collectivités, il faut toujours bouillir son eau pour pouvoir la boire. Les Autochtones vivent toujours dans la pauvreté, dans des logements insalubres et n'ont pas accès aux services sociaux dont ils ont besoin.
C'est le legs du gouvernement Trudeau. Au lieu de permettre aux Autochtones de s'épanouir en leur permettant de tirer profit de l'exploitation des ressources sur leur territoire, au lieu de leur donner des emplois bien rémunérés, les libéraux de Justin Trudeau ont décidé de s'assurer qu'ils restent tout le temps en état de crise, ce qui veut dire qu'ils seront toujours dépendants du gouvernement fédéral. Le résultat, c'est que trop d'Autochtones vivent dans des conditions de pays en voie de développement. Au Canada, c'est ça le legs de Justin Trudeau pour ce qui est des relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Beaucoup de paroles, des objets brillants, des vacances, des sommes considérables dépensées, mais sans résultat. L'heure est venue pour qu'on ait une nouvelle approche, un nouveau leader, une approche qui soit fondée sur la logique, le bon sens et le respect mutuel, sous la direction d'un nouveau premier ministre conservateur, évidemment. Under Justin Trudeau, Sous Justin Trudeau, le Canada accueille un nombre historique d'immigrants. Ces personnes sont également victimes de l'incompétence des libéraux de Trudeau. Le filet de sécurité canadien ne peut pas les protéger. Des milliers de demandeurs d'asile sont contraints de vivre dans des refuges ou dans la rue. À Peel, une région de la banlieue de Toronto, le système de refuge fonctionne à 300 % de sa capacité, les demandeurs d'asile occupant plus de 70 % des lits et beaucoup d'autres campant dans les rues, selon le maire de Brampton, en Ontario. Plusieurs de ces nouveaux arrivants sont contraints de recourir aux banques alimentaires. Une banque alimentaire de la région de Toronto, nommée Feed Scarborough, a tiré la sonnette d'alarme à la suite d'une augmentation spectaculaire de 112 % du nombre de nouveaux clients dans ces 5 établissements. D'après les données démographiques de la clientèle, 95 % des personnes qui font appel à Feed Scarborough ne sont pas nées au Canada et moins des 3/4, 72 %, sont au Canada depuis moins d'1 an. Qui peut oublier les récentes émeutes à Montréal alors que des immigrants tentaient d'accéder à une banque alimentaire? Et même ceux qui sont ici depuis quelques années ont de plus en plus de mal à vivre dans le Canada de Justin Trudeau. Le rêve canadien se transforme en cauchemar pour de nombreux immigrants en raison du coût élevé de la vie et de la pénurie de logements. Alors, que font ces personnes? Elles quittent le Canada. L'augmentation des chiffres de l'immigration montre que de nouveaux arrivants sont contraints de tourner le dos à un pays qu'ils ont choisi comme terre d'adoption. Fabi Lyon, une immigrante singapourienne au Canada, a recueilli près de 400 000 vues sur une vidéo récente qui explique pourquoi les gens quittent le Canada. Pendant 20 minutes, elle décrit l'augmentation du nombre de sans-abri, la hausse de la criminalité, les possibilités d'emploi limitées et même quelques doutes quant à la situation politique. Le YouTuber Angry Canadian Immigrant a rédigé un livre électronique accusant le Canada de gérer un système d'immigration conçu pour arnaquer les nouveaux arrivants. Après 3 ans au Canada, je considère que c'est l'un des pays les plus surestimés au monde. Impôts très élevés, coût de la vie énorme, très peu d'emplois bien rémunérés et une concurrence folle pour les obtenir. Aucun accès à la santé, déclare-t-il dans l'une de ses vidéos les plus populaires. 5 raisons de ne pas déménager au Canada. Nous étions le pays où tout le monde voulait vivre. Maintenant, les immigrants parlent de pourquoi on ne devrait pas émigrer au Canada. Et encore une fois, ce ne sont pas des messages conservateurs, ce sont les conclusions auxquelles les immigrants arrivent tout seuls. L'idée que le Canada soit un piège pour immigrants a même commencé à faire son chemin dans la presse étrangère. La chaîne d'information indienne WION a diffusé un reportage intitulé « Le Canada, le rêve qui est devenu cauchemar ». Les résultats préliminaires de l'enquête annuelle 2023 du Bureau canadien de l'éducation internationale
ont montré que l'image de marque du Canada en tant que pays sûr, stable et accueillant pour les étudiants étrangers s'affaiblit. Le désordre du système d'immigration est l'héritage de Justin Trudeau. L'afflux des migrants était une décision purement idéologique des libéraux de Trudeau, mais ils n'ont pas planifié l'arrivée de tous ces nouveaux arrivants. Cela a des conséquences sur le prix des logements, sur le système de santé et sur le système scolaire. De plus en plus, les immigrants se rendent compte que la vie sous Justin Trudeau n'est pas ce qu'on leur avait promis. L'abandon des mêmes immigrants qui l'a incité à venir ici est l'héritage de Justin Trudeau. Un autre groupe qui a été déçu par Justin Trudeau est celui des jeunes Canadiens. Pour ceux qui souhaitent un jour faire partie de la classe moyenne, ils rêvent de faire partie de la classe moyenne, mais ce rêve leur glisse des doigts. Près de 2 tiers des jeunes Canadiens ont révélé que leur situation financière marquée par la crise du logement affecte leur santé mentale. Et vivre d'un chèque de paie à l'autre et dans le sous-sol de la maison de leurs parents n'aide pas à la vie sociale. Justin Trudeau a créé des politiques défaillantes qui ont affecté toutes les facettes de la vie des jeunes Canadiens, leurs finances, leur vie sociale, leur estime de soi et leur santé mentale. Les jeunes Canadiens se sentent coincés et doivent attendre plus longtemps pour accomplir les rites de passage de la société, quitter le lit familial, acheter une maison et fonder une famille. Toutes ces choses sont maintenant retardées. Avec l'augmentation soudaine de la population due aux politiques d'immigration inconsidérées des libéraux, les jeunes Canadiens sont évincés comme jamais auparavant. Selon Statistique Canada, et je cite, « Ce changement peut profiter à la société canadienne en augmentant la taille de la population en âge de travailler. » Toutefois, le nombre élevé de nouveaux Canadiens en âge de travailler peut également exercer une pression sur la fourniture de services à la population, le logement, le transport et l'infrastructure. Comment les jeunes Canadiens peuvent-ils être optimistes quant à leur avenir lorsque leur gouvernement fédéral ne cesse de les décevoir? À chaque fois, ils se heurtent à un mur mis en place par la coalition libérale néo-démocrate. Le rêve des jeunes Canadiens de faire partie de la classe moyenne est donc bloqué par la crise de l'accessibilité financière perpétuée par le gouvernement Trudeau. Ils ne peuvent pas quitter le nid familial en raison d'un marché du logement inabordable. Mais le marché de la location n'est pas une option enviable car les loyers sont si élevés qu'il est impossible d'économiser pour une mise de fonds. Pendant des années, la coalition libérale néo-démocrate a joué à l'autruche alors que les jeunes Canadiens souffraient. Il a fallu que Pierre Poilievre et le Parti conservateur remontent dans les sondages pour que les libéraux se précipitent et fassent des messages accrocheurs quelques semaines avant le budget cette année. Soudain, il devient urgent de s'attaquer aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes Canadiens. Justin Trudeau veut donner l'image et l'illusion de gouvernement libéral qui se préoccupe réellement de la situation. Mais à part diviser les Canadiens en lançant une fausse lutte des classes et en blâmant les baby-boomers pour les conditions de vie des jeunes générations, nous savons tous que les libéraux ne parviendront à rien. C'est une stratégie que les libéraux ont utilisée à maintes reprises. Essayer de donner l'impression d'être occupés en jetant de l'argent sur un problème sans aucun plan concret. Notre premier ministre ressemble à une girouette au milieu d'un ouragan. Il jette de l'argent partout en espérant qu'il se fixe sur quelque chose, mais au lieu de cela, les milliards se perdent dans la tempête. Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans souffrent. Leur avenir est sombre et ils croient de moins en moins à la promesse qui est au cœur du contrat social canadien. Faites de bonnes études, travaillez dur et vous pourrez avoir une bonne vie. Cela inclut un bon emploi, un foyer pour la famille et l'assurance qu'il existe un filet de sécurité en cas de problème. La décennie de Justin Trudeau au pouvoir aura été une décennie perdue pour une génération de Canadiens. Enfin,
Un autre groupe qui a souffert de l'incompétence et de l'échec des politiques des libéraux de Trudeau est celui des personnes âgées. La grande majorité des aînés vivent avec un revenu fixe. La juste inflation dévastatrice a touché ces personnes de manière disproportionnée. Elles ne sont pas en mesure de négocier une augmentation de revenus pour compenser l'augmentation du coût de leur alimentation et de leur logement. La semaine dernière, le National Post a publié un article sur une femme âgée de 75 ans nommée Dorothy Bragan. Elle dit ceci: « J'essaie de faire très attention à mes dépenses. J'essaie de dépenser intelligemment, surtout en ce qui concerne l'épicerie. En général, une semaine entière de nourriture ne me coûte que 35 $. Imaginez, chers collègues, elle parvient à vivre avec un budget de 35 $ par semaine pour se nourrir. Mais comme le souligne le journal, les autres coûts de Mme Bragan augmentent, notamment le paiement mensuel d'un prêt hypothécaire de 600 $ auquel s'ajoutent près de 250 $ de factures pour les services publics. Une facture qui a presque doublé depuis la COVID. Mme Bragan résume le dilemme des personnes âgées en disant: « Comme beaucoup d'aînés, mes factures ne cessent d'augmenter, mais mes revenus n'augmentent pas. » Il y a des centaines de milliers d'aînés comme elle. L'automne dernier, l'Association de défense des personnes âgées de Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué que 32 % des aînés de la province ne peuvent se procurer les produits de première nécessité, notamment la nourriture, le loyer et les fournitures médicales. C'est ça le legs de Justin Trudeau. Un tiers des aînés n'ont pas les moyens de se procurer les produits de première nécessité. Ces personnes travaillent dur toute leur vie, faisant confiance au système pour les aider lorsqu'elles seraient âgées. Mais notre filet de sécurité les laisse tomber. Après 9 ans de règne de Justin Trudeau, la nourriture coûte de plus en plus cher. Les politiques libérales ratées, comme la taxe sur le carbone, font que le chauffage des maisons coûte plus cher pour les aînés et l'augmentation des taux d'intérêt et des loyers nuit aux aînés les plus vulnérables. Les aînés sont bien sûr les principaux utilisateurs du système de santé. Elles sont les principales victimes des échecs que j'ai mentionnés précédemment. Des millions de Canadiens dépendent de la sécurité de la vieillesse. Bien que le fédéral ait augmenté le montant en 2022, cette augmentation était limitée aux personnes ayant 75 ans ou plus. Qu'en est-il des personnes âgées de 65 à 75 ans qui vivent dans la pauvreté? Selon l'Association canadienne des retraités, la cohorte des personnes de 65 à 75 ans est celle qui a le plus besoin d'aide dans l'ensemble du groupe des aînés. Ces personnes sont complètement laissées pour compte par les libéraux de Justin Trudeau. La sécurité vieillesse devait changer de système de prestation en 2023, mais en octobre dernier, ce délai a été repoussé à 2025. Plus cela est long, plus les systèmes de distribution sont menacés. Pouvez-vous imaginer les conséquences catastrophiques qu'un simple retard de 10 jours dans le versement des paiements aux aînés pourrait avoir? Le gouvernement fédéral a présidé à Phoenix, probablement le plus grand échec d'un système informatique dans l'histoire du Canada. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses. Qui, dans cette Chambre, peut dire qu'il fait confiance à 100 % à Justin Trudeau et à son équipe pour moderniser ce système? Je ne crois même pas que le leader du gouvernement lui ferait confiance là-dessus. Le rapport de la vérificatrice générale indique clairement, noir sur blanc, que les systèmes de prestation de l'assurance-emploi et de la sécurité de vieillesse risquent d'échouer. Les plans sont en retard et, surprise, ils dépassent le budget. Le rapport indique que le coût du projet était estimé à 1,75 milliard de $ en 2017. La vérificatrice générale note qu'aucune prestation n'a été transférée vers la nouvelle plateforme, mais le coût a quand même augmenté de 43 % pour atteindre 2,7 milliards de $.
Et ils n'ont rien fait encore. Les temps sont durs pour les aînés. Justin Trudeau les laisse tomber. Pire encore, il les blâme pour les problèmes des jeunes Canadiens. Le grand diviseur voudrait nous faire croire que des gens comme Dorothy Bragin, qui a 35 $ par semaine pour manger, sont responsables du fait que les jeunes de 30 ans vivent dans le sous-sol de leurs parents. Chers collègues, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler du système d'assurance-emploi. Comme je viens de le dire, le système de prestation d'assurance-emploi est presque obsolète et il y a des raisons de crainte que le gouvernement ne sera pas en mesure d'achever la modernisation. Mais pour l'assurance-emploi, ce n'est pas seulement un système de prestation qui doit être revu, c'est le système lui-même qui doit être revu. La loi sur l'assurance chômage, sur l'assurance-emploi a été présentée en 1940 et est devenue plus tard ce qu'on appelle l'assurance-emploi. Elle est connue comme le principal filet de sécurité du Canada, mais elle se fait vieille. Les employés et les employeurs demandent depuis des années, voire des décennies, que le régime d'assurance-emploi soit modernisé afin de mieux refléter le marché du travail d'aujourd'hui. Lors de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté ses lacunes et sa difficulté à s'adapter aux situations d'urgence. Cela aurait dû être une leçon tirée de la pandémie et les libéraux ont promis d'agir. En fait, la lettre de mandat du ministre de l'Emploi et du Développement social du Canada dit, et je cite, « En tenant compte des contributions reçues lors des consultations sur l'avenir de l'assurance-emploi d'ici l'été 2022, présenter et commencer à mettre en œuvre un plan visant à moderniser le système d'assurance-emploi pour le 21e siècle en construisant un système plus fort et plus inclusif qui couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs saisonniers et les personnes employées par des plateformes numériques, en veillant à ce que le système soit plus simple et plus réactif pour les travailleurs et les employeurs. » Le ministre était chargé de mettre en œuvre un système d'assurance-emploi modernisé d'ici l'été 2022. Mais le gouvernement Trudeau a décidé de ne pas aller de l'avant avec la réforme, craignant qu'elle n'entraîne une hausse des cotisations. Voyant leur sondage s'effondrer, les libéraux ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont préféré leur avenir politique à l'avenir du Canada. Ils n'ont pas osé faire ce qu'il fallait et moderniser le système d'assurance-emploi comme ils l'avaient eux-mêmes compris. L'histoire nous dit que lorsque le gouvernement fait des erreurs en matière d'assurance-emploi, les électeurs se fâchent. Ainsi, au lieu de faire son travail, le gouvernement Trudeau préfère faire l'autruche, une fois de plus. Les réformes nécessaires au système d'assurance-emploi ne feront pas partie du legs de Justin Trudeau. Ce sera plutôt à Pierre Poilievre qu'il incombera de les réparer, tout comme il devra réparer de nombreuses parties du gouvernement fédéral. Alors que Justin Trudeau continue d'affirmer que le Canada n'est pas brisé, clairement, les preuves que j'ai partagées avec vous aujourd'hui et la réalité quotidienne des Canadiens disent le contraire. De plus en plus de Canadiens, aujourd'hui, luttent pour mettre de la nourriture sur la table et les Canadiens ne reçoivent pas les soins de santé qu'ils méritent ni l'aide gouvernementale dont ils ont besoin dans les moments difficiles. Selon un récent sondage, 70% des Canadiens sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle on a l'impression que tout est brisé au Canada en ce moment. Ce chiffre comprend 43% des électeurs libéraux et 66% des électeurs néo-démocrates. Plus de pauvreté, plus de sans-abri. Tel est l'héritage de Justin Trudeau. Les gens ont du mal à se nourrir et à nourrir leur famille. Les gens paient trop cher pour se loger et loger leur famille. Tel est l'héritage de Justin Trudeau. Le pire système de santé parmi les pays les plus riches, tel est le legs de Justin Trudeau. Les plus vulnérables de la société sont laissés pour compte, abandonnés par un gouvernement qui ne peut même pas fournir les services les plus élémentaires. Tel est le legs de Justin Trudeau. Un filet de sécurité sociale décousu où de plus en plus de gens passent à travers les mailles du filet. Tel est le legs de Justin Trudeau.
Les seules personnes qui ne sont pas désillusionnées par l'état actuel sont les fanatiques de Trudeau. La coalition libérale néo-démocrate continue de dépenser sans compter et de faire payer la note aux générations futures. Et même alors que leur règne tire à sa fin, ils continuent de dépenser des montants records et les futures générations devront payer la facture. Leur solution à tout est de dépenser, dépenser et encore dépenser et à créer davantage de bureaucratie au d'aider les Canadiens. Il est grand temps qu'un gouvernement conservateur amène le gros bon sens à Ottawa. Les Canadiens constatent que leur portefeuille est mis à rude épreuve, que leur famille a du mal à joindre les deux bouts et que leur communauté est envahie d'itinérance et de toxicomanie. Ils se rendent compte que Justin Trudeau et Jagmeet Singh n'en valent tout simplement pas la peine. La bonne nouvelle, c'est que le Canada n'était pas comme ça avant Justin Trudeau et il ne sera pas comme ça après son départ. Il y a une lumière au bout du tunnel et cette lumière est de plus en plus brillante. Bientôt, les Canadiens auront la possibilité qu'attendent tous les Canadiens. Ils auront la possibilité de voter contre ce gouvernement libéral incompétent et de se doter d'un gouvernement de Pierre Poilievre. Cette nouvelle équipe supprimera les taxes et mettra fin à cette ponction déguisée en politique environnementale. Elle construira davantage de logements et fera renaître le rêve canadien de posséder une maison. Elle corrigera le budget pour s'assurer que les Canadiens en ont pour leur argent. Il mettra fin aux politiques radicales qui favorisent les criminels au détriment des victimes afin que nous puissions tous vivre dans des communautés sûres. Il travaillera avec les provinces pour reconstruire un système de santé solide qui vous soigne quand vous en avez besoin. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors, je vais maintenant prendre une pause et je propose d'ajourner le débat pour le reste de mon temps. Merci. Senator Dow.